chers collègues, mesdames et messieurs, un petit peu en retard, vous excuserez. Conformément au Code général des collectivités territoriales, la séance va pouvoir démarrer. Je la déclare ouverte. Je vais vous demander de bien vouloir désigner Madame Sianfarani comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'abstention, d'avis contraire. Donc, Madame Sianfarani, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Martial Alvarez, Frédéric Rougon, Sandrine Luigi, Philippe Kézergue, à procuration à Frédéric Rougon, Cécile Dupont, Ali Abdeslam, Muriel Pérez, procuration à Françoise Brassini, Jean-Paul Gué, Najette Piller, Aline Sianfarani, Gérard Seller, absent, procuration à Madame Sianfarani, Marie-Françoise Brassini, Laurent Bonfils, Maria Dolores Parodi, Jérôme Bernard, Céline Schaffer, Stéphane Navarro, procuration à Marc Minoretti, Cicétane, Sonia Grache, Marc Minoretti, Marilyn Oxizoglou, procuration à Joanne Bergenot, Joanne Bergenot, Roland Monturli, absent, procuration à Madame Panichi, Pierre Sperta, Georgette Taffignon, Jean-Marc Charrier, Anis Tamathiou, Alain Cavassila et Paulette Panichi. Bien, merci beaucoup. Alors avant de commencer nos travaux, je voudrais vous présenter, puisqu'elle se trouve derrière moi, Madame Masson, qui va occuper les fonctions de directrice générale des services, et ceci, et nous l'annoncerons très prochainement à l'ensemble de nos agents à partir de lundi. En tuilage, jusqu'à présent, suite à la volonté de mobilité de Madame Méroc, que vous connaissez bien, qui a servi la collectivité depuis déjà la mandature précédente, qui a exprimé son souhait de mobilité. Donc, bienvenue à Madame Masson, que vous aurez l'occasion de voir collaborer à nos côtés, et puis l'occasion pour moi, au nom de la majorité municipale, mais je pense qu'aussi l'opposition s'y associera bien volontiers, parce qu'elle a œuvré sans finalement de véritables différence dans un seul but de faire que tout aille pour le mieux pour la collectivité, à Madame Méroc qui nous quitte, et c'est donc avec beaucoup d'espoir que nous espérons que vous pourrez poursuivre, Madame Méroc, une carrière épanouie dans le sens là où vous attend dans l'Aude, puisque c'est dans l'Aude qu'elle va aller. Je suppose un bel avenir. En tout cas, merci beaucoup pour l'engagement qui a été le vôtre pour la collectivité, pour votre patience, pour votre disponibilité dans un rôle ô combien difficile, à la tête d'une administration où on est souvent pas à l'abri des mauvais coups, des tempêtes. Alors je ne sais pas si M. Charrier est des fois colérique comme moi. Non, il était serein. Mais ça arrive dans notre... mais bon, ça arrive quand même que dans notre rôle, on soit obligé de se retourner aussi vers les services. Et en tout cas, je sais que vous avez œuvré depuis votre départ dans la collectivité dans un seul sens, c'était celui d'être au service du public. Donc voilà, ceci fait, je vais vous demander aussi d'acter, puisqu'elle n'est pas là ce soir parce qu'il n'y a pas de délibération, proprement dit dans sa délibération, mais c'est quelqu'un qui a aussi œuvré pour la collectivité depuis bien longtemps, Madame Paul Mazella, qui nous quitte aussi dans très peu de temps, puisque le mois d'octobre verra aussi son départ bien mérité à la retraite. Voilà, ceci dit, on peut désormais prendre acte et adopter, à moins qu'il y ait des commentaires, les procès-verbaux donc des conseils municipaux du 9 juin et du 6 juillet 2015. Est-ce qu'il appelle à des commentaires? Alors, s'il n'appelle pas à des commentaires, je vais le soumettre à votre approbation. Des abstentions, des votes contre, et donc adopté à l'unanimité. Je dois vous rendre compte des décisions que j'ai prises au titre de la délégation que vous m'avez accordée. La liste est longue, donc si vous m'y autorisez, elle est consultable en mairie, donc on peut zapper cet exercice compliqué. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour et à la première question sur laquelle nous devons nous positionner. Il s'agit de la délibération 60, contribution au titre de la validation de services à l'IRCANTEC. Alors, suite à la demande de Madame Yvonne Guichard de validation de services en qualité de non-titulaire par l'IRCANTEC, la ville est redevable au titre des cotisations patronales d'une contribution rétroactive de 47
€ pour les services rendus auprès de la ville. Aussi, je vous demande de bien vouloir d'autoriser à prendre en charge la somme de 47,52 € au titre des cotisations patronales dues à l'IRCANTEC. Je suppose que cette délibération n'appellera pas de commentaires, des avis contraires, des abstentions, adoptée à l'unanimité. La question numéro 61 sera rapportée par Madame Siamfarani. Voilà. Mise à jour de l'inventaire du SAN Ouest Provence, des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés. Conformément à l'article L. 5333-4 du Code général des collectivités territoriales, les modifications d'inventaire sont traitées par délibération concordante de l'organe délibérant du SAN Ouest Provence et des conseils municipaux des communes membres. Il y a donc lieu de se prononcer ce jour sur les modifications d'inventaire telles qu'issues de la délibération suivante, numéro 245-15 du 11 juin 2015, numéro 290-15 du 8 juillet. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise à jour de l'inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés, d'autoriser Monsieur le maire, dûment habilité, à signer les présentes délibérations et tous les documents s'y rapportant. Sur cette délibération, y a-t-il des commentaires? Non, il n'y en a pas, bien évidemment. Donc, je vous la soumets à votre approbation. Des abstentions, des avis contre, adoptés à l'unanimité. La délibération suivante, la question 62. Il s'agit de l'élection du délégué métropolitain au conseil de la future métropole d'Aix-Marseille-Provence. Donc, la loi 2015-91 du 7 août 2015, qui porte nouvelle organisation territoriale de la République, cette fameuse loi NOTRe, précise la mise en place de la métropole Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016. Cette nouvelle forme de coopération intercommunale prévoit la fusion au sein d'une métropole de 6 intercommunalités des Bouches-du-Rhône. La communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, dont une commune est située dans le Vaucluse, la communauté d'agglomération Aglopole-Provence, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, dont une commune est située dans le Var, le syndicat d'agglomération Nouvelle-Ouest-Provence, auquel appartient la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. Cette métropole exercera les mêmes compétences que les 12 métropoles dites de droit commun. Cependant, pour tenir compte de la superficie et de la réalité de la coopération intercommunale sur le territoire de l'aire urbaine de Marseille, il a été prévu une organisation interne spécifique, reposant sur un conseil de la métropole, qui exercera ses compétences sur les enjeux métropolitains stratégiques, et des conseils de territoire, qui assureront la gestion des compétences opérationnelles de proximité. Les compétences réservées au conseil de la métropole sont limitées par la loi NOTRe aux compétences les plus structurantes. Les transports, le PLH, le SCOT, la définition des politiques publiques métropolitaines par l'élaboration de schémas d'ensemble, les opérations métropolitaines et l'élaboration du projet métropolitain. Toutes les autres compétences intercommunales de la métropole pourront être déléguées au conseil de territoire qui, par ailleurs, détiennent de façon pérenne la compétence d'élaboration des PLU de territoire. La mise en place de la métropole sera jalonnée par plusieurs étapes jusqu'en 2020 afin de permettre de trouver les meilleurs modes de fonctionnement à la nouvelle intercommunalité. Ainsi, en matière de compétences, la montée en puissance sera progressive et comptera 4 étapes. Au 1er janvier 2016, la métropole exercera toutes les compétences actuelles des 6 EPCI, même si elles ne sont pas identiques, sans nouveau transfert des communes et sans extension géographique de leur exercice. Au 1er janvier 2017, les transferts de compétences entre conseil départemental et métropole d'Aix-Marseille-Provence seront déterminés. Au 1er janvier 2018, les compétences obligatoires de la métropole qui n'étaient pas intercommunales avant le 1er janvier 2016 devront être transférées des communes vers la métropole, l'entretien de la voirie, le tourisme. Ces 2 années seront mises à profit pour déterminer les modalités d'exercice et de transfert des compétences concernées. Jusqu'au 1er janvier 2020, toutes les compétences qui ne sont pas réservées au Conseil de la métropole seront automatiquement déléguées au Conseil de territoire, sauf opposition des 2/3 du Conseil de la métropole. Concernant la mise en place de la métropole, l'article 50 de la loi NOTRe prévoit que les conseillers métropolitains de la métropole sont désignés ou élus dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales,
au plus tard 2 mois après la promulgation de la dite loi. Donc concrètement, passé le 7 octobre, le Conseil métropolitain, qui est l'organe délibérant, sera réputé complet et pourra être convoqué par un des présidents des intercommunalités actuelles. Le président du Conseil de la métropole pourra alors être élu par anticipation à partir du mois d'octobre 2015 et il sera possible de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à la mise en place de la métropole. Au regard du décret 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la métropole Aix-Marseille-Provence et de l'arrêté interpréfectoral constatant le nombre et la répartition des sièges du Conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et fixant à 240 sièges au Conseil métropolitain, il revient un siège à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ainsi, la commune doit désigner son délégué au Conseil de la métropole avant le 7 octobre 2015. Considérant qu'à défaut d'avoir précédé, au plus tard à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués, en application du même article, la commune membre est représentée au sein du Conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général des conseillers municipaux par le maire si elle ne compte qu'un délégué. Considérant que les conseillers métropolitains sont élus parmi les conseillers communautaires sortants, considérant que les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés qui n'ont pas été désignés conseillers métropolitains sont de droit conseillers de territoire jusqu'au prochain renouvellement général des conseillers municipaux suivant la création de la métropole. Considérant que Monsieur le maire souhaite mettre à l'ordre du jour cette assemblée l'élection du conseiller métropolitain, même si ce vote n'est pas obligatoire. Considérant que Monsieur Martial Alvarez se porte candidat à cette élection, j'appelle donc d'autres candidats s'y sont à se faire connaître. Donc, il n'y a pas de candidats qui sont appelés à se faire connaître. Avant de procéder au vote, je veux bien ouvrir le débat. Monsieur Charrier. Monsieur le maire, j'entends bien votre volonté de faire délibérer l'Assemblée, mais la loi propose que quand il n'y a qu'un seul délégué, ce soit le maire. Donc, c'est difficile d'être candidat à une élection où seul le maire peut être élu. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de candidat autre que vous. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est une mauvaise interprétation de la loi, Monsieur Charrier. La loi, elle prévoit que si le Conseil, l'organe délibérant, ne désigne pas son délégué, alors le maire en sera le représentant. Ceci dit, vous connaissez le souhait et la volonté qui est la nôtre d'associer l'ensemble des élus ici présents à ce choix. Donc je souhaite le mettre au vote pour voir si on recueille l'adhésion de l'ensemble de l'assistance ou pas. Mais rien que le fait donc, que vous ne présentiez pas de candidat prouve quand même que vous suivez une certaine logique. Et je vous en félicite. Vous avez fait partie de ceux qui considéraient que les maires devaient être présents dans ce conseil métropolitain. Vous vous êtes battu pour cela. Aujourd'hui, vous confirmez cet engagement-là. Donc je suis satisfait de voir que vous auriez choisi la même ligne que moi si j'aurais été à votre place. Donc je considère qu'il n'y a pas d'autres candidats. Vous voulez vous exprimer sinon d'autres... Voilà. Donc pour vous informer, chers collègues, concrètement de ce qui va se passer très prochainement. Donc voilà, vous l'avez compris, les élections municipales 2014 ont vu le fléchage de délégués communautaires, puisque nous avons été élus ici, dans la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 5 conseillers communautaires qui, quoi qu'il arrive, garderont leur rôle de conseiller de territoire, puisque les anciens EPCI deviendront des conseils de territoire. Nous désignons aujourd'hui la personne qui représentera la commune au sein de cette assemblée métropolitaine, qui sera réunie, alors prochainement, pas prochainement, selon la volonté d'un des présidents d'EPCI, qui décidera de convoquer le conseil de la métropole, qui élira après sa gouvernance, et donc son président. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidats pour nous éviter ce vote à bulletin secret, je vous propose de le voter à main levée. Il n'y a pas d'objection ? Alors, pour la candidature de M. Martial Alvarez, donc le maire pour être le délégué métropolitain de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci beaucoup de me faire cette confiance. Comptez sur moi pour être fidèle à la ligne que nous avons évoquée ensemble pendant cette campagne des élections municipales et de considérer que nous devons faire face à la loi et utiliser maintenant toutes les actions et toutes les mesures nécessaires de faire que cette métropole, au lieu d'être qu'une contrainte, soit aussi un espace auquel nous allons pouvoir chercher ce potentiel de développement pour la collectivité tant désiré.
La délibération suivante, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Donc nous vous proposons de fixer l'effectif des emplois temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc un poste d'ATSEM suite à un reclassement professionnel est vacant. Il est donc nécessaire de procéder à son remplacement. Il est également nécessaire, suite à la réorganisation des services, de créer un poste de responsable du pôle sport vie associative, dont les missions, le profil et la rémunération sont déclinés comme suit. Planifier et piloter des projets et des opérations du programme d'action défini pour ce secteur. Il sera responsable des moyens techniques, humains et financiers alloués, vérifie leur adéquation par rapport aux objectifs. Profil, maîtrise de politique publique sportive et associative et de la réglementation jeunesse et sport, capacité managériale et rédactionnelle, la rémunération selon la grille indiciaire d'un emploi de catégorie B, le régime indemnitaire et la prime de fin d'année. De plus, suite à l'avis favorable du comité technique du 26 juin 2015 sur les suppressions de postes, il est nécessaire également, à l'occasion de ces délibérations, d'effectuer la mise à jour du tableau des effectifs. Plus précisément, ce que je vous demande d'approuver. La création d'un poste de responsable pôle sport vie associative, de préciser que cet emploi pourra être pourvu, le cas échéant, par un agent non titulaire de catégorie B, dans l'hypothèse où l'appel à candidature se révélerait infructueux. D'un poste d'ATSEM première classe à temps non complet 50%, d'un poste d'ATSEM principal première classe et la suppression du poste d'ATSEM principal première classe à temps non complet, la suppression des postes suivants, éducatrice de jeunes enfants, chargée de mission faune, flore, milieu aquatique, ainsi que d'approuver le tableau qui est indiqué en annexe. Des commentaires sur cette délibération? Il n'y en a pas. Des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question 64. La liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction. Un décret du 9 mai 2012 porte réforme du régime des concessions de logement à rénover les modalités d'attribution et d'occupation des logements de fonction. Il nous appartient donc d'autoriser, Monsieur le maire, à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance en raison des contraintes liées à leur fonction. Donc je souhaite vous rappeler qu'un logement de fonction peut être attribué soit pour nécessité absolue de service, que ce dispositif est réservé aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Ce dispositif est réservé également à certains emplois fonctionnels. Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit. On peut aussi attribuer un logement de fonction pour occupation précaire avec astreinte. Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d'accomplir un service d'astreinte et qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement pour nécessité absolue de service. Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux, 50% de la valeur locative. La redevance n'est plus modulable. Toutes les charges courantes liées au logement de fonction, eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux d'entretien courant et menus réparation, ainsi que la taxe d'habitation, sont acquittées par l'agent, quel que soit le titre d'attribution. Après avis du comité technique du 10 septembre 2015, je vous propose de fixer la liste des emplois bénéficiaires d'un logement de fonction dans la commune de Port-Saint-Luc-du-Rhône comme suit. Dans le cadre de la concession de logement pour nécessité absolue de service, l'emploi de gardien du gymnase Pierre de Coubertin, pour des raisons de sécurité, l'emploi de gardien du stade Tavernaire, pour des raisons de sécurité, et dans le cadre de la convention d'occupation précaire avec astreinte, l'emploi de responsable du pôle technique municipal, pour les astreintes, le responsable du pôle bureau d'études, pour les astreintes, et le responsable du pôle gestion du patrimoine bâti et non bâti, pareil, dans le cadre des astreintes. Les redevances seront prélevées directement sur le salaire des agents concernés, conformément au décret du 9 mai 2012. Les arrêtés de concession et d'occupation seront pris à titre individuel. La mise en conformité pour les concessions en cours se fera au plus tard le 1er septembre 2015. Nous voilà arrivés au bout de cette délibération. Appelle-t-elle des commentaires? Monsieur Charrier. Oui, monsieur le maire, chers collègues, nous n'avons pas tout à fait la même lecture du décret du 9 mai 2012. Et je crois savoir que la Fédération CGT des territoriaux a aussi la même lecture que nous, à savoir l'occupation précaire avec astreinte n'est pas concernée par ce régime-là. Du moins, c'est un courrier qui a été adressé à Madame la Ministre à ce jour par la Fédération des syndicats. À ce jour, il n'y a pas de réponse, mais il semblerait que ces logements soient en direction de fonctionnaires de l'État, mais je le mets là au conditionnel.
Moi, ce qui nous a choqué, c'est surtout le fait que le logement de fonction du gymnase Vigier-Barrel, qui assure la sécurité aussi bien du gymnase que des cours de tennis, à ce jour, apparemment, disparaît de la liste des logements de nécessité absolue de service. C'est fortement regrettable parce que cet équipement public est ouvert toute la journée, de 8h30 à 22h, et le samedi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à moins qu'il y ait eu des modifications entre-temps. Et on pourrait imaginer le risque de dégradation ou autre, voire de non-prise de sécurité des usagers. Donc nous sommes très étonnés de cette modification et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci, Monsieur Charrier. Dans votre intervention, donc 2 réponses à apporter. La première, comme vous le savez, il y a évidemment une interprétation qui est faite par la fédération CGT, en tout cas de la manière dont elle nous est remontée, qui a valu pour le coup, lors d'un premier CTP, que je retire cette question de l'ordre du jour, et nous avons pris à tâche pour bien évidemment suivre ce que nous affirmait le syndicat, mais finalement, comme vous l'avez bien dit, c'est qu'une interprétation et vous n'avez pas de réponse. Donc nous prenons la position des juridiques que nous avons étudiée et qui fait que nous pensons largement agir dans le cadre de ce que le décret nous demande. Si toutefois arrivait une réponse et une interprétation qui a mené un avis contraire, bon, on y serait vigilant, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Mais je ne pense pas que c'est ce qui motive le plus votre intervention. Vous êtes fait là le relais de ce que le syndicat nous avait rapporté. Et c'est pour ça qu'on avait, après, à l'occasion de notre CTP, remis cette question le jour, une fois qu'on avait l'assurance sur cette réponse-là. Je suppose que dans le cadre de la discrétion des échanges que nous avons eus avec le syndicat, vous savez très bien que pour les agents qui occupent le poste actuellement, il n'y aura pas trop d'incidence sur leur rémunération, puisque des dispositions seront prises pour que ça ne les impacte pas trop. Après, en ce qui s'agit du gymnase Virgile-Barrel, inutile de rentrer dans le débat de fond qui disait que il y a bien longtemps, cet équipement avait prévu d'être rasé pour la construction d'un équipement. Eh oui, ça c'était juste avant que vous arriviez aux affaires et que vous n'assuriez pas la continuité républicaine. Et que les Port-Saint-Louisiens avaient un projet financé qui devait arriver de piscines et de complexes sportifs flambant neufs qui aurait permis d'avoir un équipement au niveau. Je ne conteste pas le choix. Cependant, le gymnase Virgile-Barrel est un établissement vieillissant, mais ça, vous le savez très bien, avec des avis multiples à chaque fois des commissions de sécurité très litigieux qui limitent la capacité d'imaginer qu'il va vivre bien longtemps. Donc, dans cette idée-là, je me voyais mal inviter un agent à occuper des fonctions de gardien de gymnase avec ce logement de fonction pour lui expliquer très peu de temps après qu'on va procéder à autre chose. Ceci dit, la sécurité des biens et des personnes est de ma responsabilité. Et c'est pour cela qu'en ce sens, nous allons imaginer et mettre en place très prochainement, je rassure quand même l'assistance, des dispositions ont été prises pour encadrer cette sécurité-là. Des propositions très concrètes vont arriver, comme nous l'avons expliqué lors de cette fameuse CTP, pour qu'il y ait une présence physique toute la journée continue d'agents qui permettront de vérifier que cet équipement n'est pas visité ou irrégulièrement ou que se trouvent des personnes alors qu'ils ne devaient pas s'y trouver, puisque nous avons la volonté de pouvoir aménager là-bas et installer le service vie associative sport. Donc des aménagements concrets seront faits dans ce bâtiment en ce sens-là, et qu'il y a un projet de restructuration qui nous permettra de bien prendre en compte ce problème. Et puis dans un deuxième temps, comme ça se passe dans de nombreuses communes dans les Bouches-du-Rhône, en ce qui concerne le soir, des conventions et des réunions de collaboration avec les associations utilisatrices seront mises en place, avec la mise en place d'une alarme et qui permettra de sécuriser ce bâtiment. Donc voilà ce qui nous a conduit à ne pas poursuivre le système d'un gardien de gymnase dans cet établissement-là, qui va, comme vous le savez, dans pas longtemps, être voué aussi à une autre réflexion. Je vous redonne la parole.
Oui, merci, monsieur le maire. Vous parlez de vétusté de l'équipement de Virginie Barrel. De ma mémoire, je pense que la vétusté de Pierre-Coubertin est au moins la même. Ce sont des établissements qui ont été construits il y a de très longues années et les études que nous avions portées sur ces deux établissements nous a mené à réfléchir aux aménagements utiles et nécessaires. Donc si vous évoquez la sécurité des biens et des personnes, je suppose, et des usagers sur un gymnase, je ne comprends pas le sens de votre propos sur le fait de ne pas pouvoir l'assurer également sur Virginie Barrel. Mais quand je dis Virginie Barrel, il ne faut pas omettre non plus les tennis couverts qui sont derrière. C'est un équipement là tout neuf, il a quelques années, 2 ou 3 par mémoire, et il nécessiterait une présence physique d'un gardien afin d'éviter toute dégradation. On n'est pas à l'abri malheureusement de personnes mal intentionnées qui viendraient dégrader un équipement public. Et vous venez d'évoquer le fait de vouloir transférer des services dans des bâtiments que vous jugez aujourd'hui en insécurité. Donc là, il y a un peu, de mon point de vue, une contradiction. En tous les cas, il me semble, et il nous semble, que maintenir un logement de fonction dans ce périmètre permettrait de sécuriser et d'éviter des dégradations éventuelles. Je prends en compte votre opinion, mais je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le fait que il n'est pas la même problématique Coubertin et Virgile Barrel, et que d'ailleurs, dans la cohérence des choses, le gymnase Coubertin devait être détruit, c'est là-bas que devait se dérouler l'extension de la maison de retraite, et sur le foncier où il y a le gymnase Virgile Barrel, on avait cette fameuse piscine, ce gymnase avec 2 salles de compétition, donc il y avait un équilibre. Donc c'est pas moi qui ai déséquilibré la manière de prendre en compte la vétusté des bâtiments. Donc nous agissons aussi avec les contraintes qui sont liées à d'autres choix qui ont été les vôtres, mais que je respecte tout à fait. Mais nous agissons dans ce sens pour vous dire très concrètement que je n'ai pas les moyens d'offrir un gardien des cours de tennis en permanence. Donc il y aura une organisation des services, une optimisation qui sera mise en place pour préserver ces biens. Et quand vous parlez de cette incohérence dans mes propos, parce que, soi-disant, je mettrai des gens dans des bâtiments qui ne sont pas en sécurité, je parlais de la destination du gymnase Virgile Barrel. Là où ça pose problème pour la commission de sécurité, c'est la pratique des activités sportives, pas l'occupation des locaux. Donc on est limite, mais ça se passe, on y est, je le dis concrètement, les aménagements seront faits en attendant que nous puissions, avec la majorité municipale, dessiner les choix. Une étude est en cours sur un schéma directeur des bâtiments communaux, où nous pourrons faire des propositions concrètes pour répondre à cette vétusté. Alors, vous le savez, en tant que premier magistrat, comme moi, des fois on hérite de voiries défectueuses, de bâtiments pas refaits, on fait des choix qui avancent et au quotidien nous essayons d'apporter des réponses. Le principal, c'est que chaque pierre qui soit additionnée apporte une plus-value pour les administrés. Madame Samathiou. Oui, moi, monsieur le maire, je souhaite revenir plus précisément sur l'objet de la délibération, à savoir les logements de fonction. Nous nous sommes effectivement rapprochés de la secrétaire du syndicat, donc il nous a précisé que le secrétaire général de la Fédération de la fonction publique CGT a saisi la ministre sur cette question. Il faut tenir compte quand même que ces agents qui occupent ces logements, notamment ceux du stade, puisque c'est eux qui sont concernés, et du gymnase, sont là 24 heures sur 24. Il y a effectivement une nécessité absolue de service, et c'est ce qui a été demandé par la fédération à la ministre pour prendre en compte cette situation assez particulière. Donc, vous précisez aujourd'hui qu'il y aura des compensations financières, mais en même temps, pour les futurs agents, vous précisez que ces compensations n'existeront plus. Donc, moi, je me demande pourquoi une précipitation à faire passer aujourd'hui la délibération. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre que la situation soit bien plus claire et qu'il y ait la réponse de la ministre avant de se positionner, parce que les conséquences financière pour les agents, il y en aura. Automatiquement, il va y avoir une perte de pouvoir d'achat. Donc, je vous demande de peut-être, est-ce qu'il n'était pas plus judicieux de prendre le temps et de repousser cette délibération? Malheureusement, c'est le législateur qui décide des lois. Les lois sont faites pour être appliquées. De toute manière, ici, tout ce que cette Assemblée construit
Si jamais on doit y revenir dessus, on peut le détricoter en reprenant une délibération de sens inverse. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, nous appliquons, pas par précipitation, mais parce que nous devons appliquer cette délibération, nous appliquons la loi et nous reviendrons dessus si nécessaire. Concrètement, même que ce soit le secrétaire général de la fédération qui a fait une demande à la ministre et la ministre n'a pas toujours fait de réponse, bon, on peut supposer aussi que bon, peut-être c'est une mauvaise interprétation. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, l'avis dont nous avons fondé et sur lequel nous appuyons se base sur la manière dont le décret est interprété par beaucoup de monde, hormis peut-être la fédération CGT qui est, et je ne le remets pas en question. Et ce que je vous dis très clairement, c'est que s'il y a une autre interprétation qui s'apprête à nous et que l'État, par l'intermédiaire de la ministre, dit bon, ben, le décret, vous l'avez mal compris, en fait, on a mal dit, voilà, on le prendra en compte. Donc, je peux le soumettre au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Des avis contraires? Des abstentions? Position. Merci beaucoup. La délibération suivante, le rapport 65, Madame Sonia Grache. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Nomination du membre titulaire représentant la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône au comité syndical du SYNCRO, suite à une modification des statuts. Vu l'arrêté du 13 février 2006 portant création du syndicat mixte d'études et de gestion de la nappe phréatique de l'Accro, vu l'arrêté du 19 décembre 2008 portant modification du syndicat mixte d'études et de gestion de la nappe phréatique de l'Accro afin de prolonger son existence de 18 mois, vu l'arrêté du 6 août 2010 portant modification du syndicat mixte d'études et de gestion de la nappe phréatique de l'Accro afin de prolonger son existence d'une année, vu l'arrêté du 1er août 2011 portant modification des statuts du syndicat mixte et de gestion de la nappe phréatique de l'Accro, vu l'arrêté du 17 juillet 2015 portant modification des statuts du syndicat mixte de la gestion de la nappe phréatique de l'Accro et notamment des articles 6, 8 et 12 des statuts du SYNCRO pour arrêté préfectoral du 17 juillet 2015, il est nécessaire de faire, du fait de la nouvelle répartition des sièges, de désigner un représentant de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône élu parmi le conseil municipal. Considérant la nécessité de pérenniser certains principes d'usage dans les fonctions du SYNCRO, à savoir maintenir un minimum d'un délégué par commune au sein du comité syndical. Aucun membre ne peut déterminer à lui seul la majorité des sièges. Considérant la nécessité de revoir la représentation de certains membres pour prendre en compte 2 communes supplémentaires alimentées par la nappe de l'Accro, Saint-Chamas et Saint-Mitre-les-Remparts, d'associer un nouveau membre à voix consultative, d'assouplir les règles de remplacement des délégués titulaires désignés sur proposition des communes par les suppléants non affectés à un titre car élus sur une liste établie de l'EPCI. Il est proposé au conseil municipal, conformément à l'article 8 des statuts modifiés, les délégués titulaires de l'EPCI qui siègent au comité syndical du SYNCRO sont désignés sur proposition des communes concernées de chaque EPCI, membre du SYNCRO. De proposer en tant que membre titulaire Madame Sonia Grache, membre suppléant Madame Aline Cianfarini, qui représenteront la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et fera ainsi partie de la liste des membres titulaires de l'EPCI San-Ouest-Provence au comité syndical du SYNCRO. De procéder à l'élection de ces membres, d'autoriser Monsieur le maire à signer les délibérations. Merci Madame Grache pour cette délibération. Des commentaires? Des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, la 66, Monsieur Jean-Paul Guet. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Vous devez vous souvenir qu'au mois de juin, le 9 juin, le conseil municipal a approuvé l'acquisition de parts suite à la cession par le SAN d'une partie de ses actions détenues dans le capital de la Société d'économie mixte locale Ouest-Provence Habitat au bénéfice des communes membres de Ouest-Provence. Suite à cette cession et à l'entrée au capital de 5 nouveaux actionnaires, Cornillon, Fosse, Grance, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, par délibération numéro 270-15 du comité syndical du 11 juin 2015, le nombre de représentants au sein du conseil d'administration d'Ouest-Provence Habitat a été porté à 12, dont 8 représentent les collectivités territoriales et leurs groupements. Du fait d'une participation trop réduite au capital, les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grance et Cornillon ne peuvent pas être directement représentées au conseil d'administration.
C'est pourquoi ces communes souhaitent se regrouper au sein d'une assemblée spéciale, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 17 des statuts qui désignera son représentant. Par ailleurs, l'Assemblée générale ordinaire d'Ouest-Provence Habitat a créé 2 postes de censeurs qui assistent au conseil d'administration avec voix consultative, notamment pour permettre à des actionnaires ne pouvant pas être administrateurs d'être présents lors des séances du conseil. Ces postes pourront en particulier être attribués aux collectivités qui ne seront pas directement représentées au conseil d'administration. Dès lors, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône doit choisir son représentant qui pourra être désigné comme représentant de l'Assemblée spéciale des petits actionnaires au sein du conseil d'administration de la Société d'économie mixte locale d'Ouest-Provence Habitat ou qui occupera à défaut un poste de censeur. De plus, conformément à l'article 36 des statuts de cette même société, tout actionnaire dispose au moins d'un représentant aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner M. Martial Alvarez comme représentant de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône au sein de l'assemblée spéciale des petits actionnaires et aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales de cette même société. Ce représentant est autorisé à se porter candidat et à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée, et notamment celle de président du conseil d'administration ou de président assumant les fonctions de directeur général. Conformément aux articles 17 et 26 des statuts de la Société d'économie mixte locale, il est précisé que les censeurs ne sont pas rémunérés. Toutefois, le représentant de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône sera autorisé à percevoir une rémunération s'il est désigné représentant de l'Assemblée spéciale au conseil d'administration et à se voir confier des mandats spéciaux pour lesquels pourront être allouées des rémunérations exceptionnelles conformément aux dispositions légales. Il vous est donc proposé de désigner M. Martial Alvarez comme représentant de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône au sein de l'Assemblée spéciale des petits actionnaires et aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales de la Société d'économie mixte locale d'Ouest-Provence Habitat, de l'autoriser à se porter candidat et à accepter toute fonction de direction qui pourrait lui être confiée, et notamment celle de président du conseil d'administration ou de président assumant les fonctions de directeur général, de l'autoriser à percevoir des jetons de présence en tant que représentant de l'Assemblée spéciale des petits actionnaires au sein de ce même conseil d'administration, ainsi que des rémunérations exceptionnelles liées à des mandats spéciaux, et d'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer la présente délibération. Merci, M. Gué. Sur cette délibération, des commentaires? Donc, si vous vous souvenez bien, pour faire un résumé, nous avons souhaité la constitution de cette SEM pour prendre la place un petit peu de Ouest-Provence Habitat, pour nous préserver un petit peu de cette métropole et que cette organisation au travers des communes fasse que on puisse avoir un petit peu la main. Les 3 principales communes que sont Miramas, Istres et Fos, bien sûr, sont les plus larges représentants en termes d'actionnariat, et les villes comme Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grance et Cornillon-Confou ont la possibilité, puisqu'elles ne détiendront pas beaucoup d'actions, de se regrouper pour désigner un membre, un représentant à l'Assemblée spéciale. C'est un petit peu en ce sens que la délibération est prise. Et voilà, en fait, le but de cette, je l'appellerai ça manœuvre, mais de cette organisation. Donc, des avis contraires, des abstentions, adoptés à l'unanimité. Ah, M. Charry, abstention, pardon. Alors, abstention pour l'opposition, le reste est pour. La délibération 67, il s'agit de l'adoption et de la signature du contrat de ville du SAN Ouest-Provence. Pour vous faire grâce de la lecture de l'ensemble de la délibération, juste ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que le contrat urbain de cohésion sociale de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a pris fin au 31 décembre 2014. La nouvelle loi de programmation pour la ville, et ça a fait l'objet de débats lors du conseil municipal, vous le savez, a sorti Port-Saint-Louis-du-Rhône de cette zone prioritaire, de la géographie prioritaire, en la positionnant en territoire de veille. Le portage de ces contrats de ville est maintenant à échelon intercommunal.
Donc c'est une nouveauté dans laquelle aussi nous sommes inscrits. Donc les services de la ville ont travaillé avec les services du SAN pour la création de ce contrat de ville. Je veux rappeler ici le combat que nous avons mené ensemble, l'interpellation qui a été la nôtre auprès des services de l'État, l'oreille attentive que nous avons obtenue pour bien mettre en évidence que nous étions sortis sur un critère fortement injuste qui était celui de la ruralité, quand en même temps nous n'étions pas retenus sur des dispositifs qui pouvaient être considérés spéciaux pour des communes rurales. L'oreille attentive de l'État s'est conduite, alors que ce n'est pas prévu par les textes, par le maintien de l'enveloppe financière allouée comme si nous aurions été retenus dedans, sans pouvoir être pour autant intégrer la géographie prioritaire en restant en territoire de veille. Même si c'est pas pérenne, nous pouvons souligner l'oreille attentive, puisque c'est le seul endroit où ça s'est passé. Le travail remarquable qui a été mené non seulement par les services de la ville, et je veux notamment souligner le travail engagé par Céline Victoria, qui a pris ce dossier à bras-le-corps sous la responsabilité de Marie-Hélène Salomon. Remercier aussi les services du SAN qui ont amené à la rédaction de ce contrat de ville, remarqué par les services de l'État et l'ensemble des partenaires, et que nous avons demandé ce soir d'approuver cette mise en œuvre du contrat de ville SAN-Ouest-Provence qui est joué en annexe, vous avez pu prendre connaissance, de m'autoriser à signer le contrat de ville, et aussi de m'autoriser à engager par la commune, dans le cadre d'une enveloppe financière de 130 000 € par an, sous réserve bien sûr de l'inscription des crédits correspondants lors du vote annuel du budget. Vous connaissez l'importance pour la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône de ces systèmes et l'importance des actions qui sont menées par les associations et par les institutions qui mènent de main de maître, je dirais, depuis bien longtemps sur la collectivité, ces actions bien nécessaires qui apportent une réelle plus-value sur l'activité et sur l'action municipale. Donc voilà, y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Donc je le soumets à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le rapport 68, Madame Sianfarani. Bon, il s'agit d'adopter un projet d'établissement pour le multi-accueil collectif de Port-Saint-Louis-du-Rhône et Moussaillon. Une nouvelle structure de multi-accueil collectif a été créée par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône en remplacement de l'ancien multi-accueil collectif Clara Zetkin des Petits Poussins, afin de développer les capacités de garde d'enfants proposées sur le territoire. Cette structure, gérée par la ville, a été nommée par délibération du conseil municipal du 9 juin 2015, les Moussaillons. Elle dispose de nouveaux locaux situés 33 avenue Joseph Simonet. Le multi-accueil collectif municipal relève de l'autorité et de la responsabilité du maire. Il permet désormais d'accueillir à l'heure 30 enfants âgés de 3 mois à 4 ans en accueil régulier avec ou sans repas et en accueil occasionnel. C'est un espace ouvert et convivial où l'enfant vivra en douceur ses premières expériences de la séparation et la découverte de la vie en collectivité. Une équipe éducative attentive à chacun veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Les parents pourront y trouver un lieu d'écoute et d'échange avec des professionnels. Un projet d'établissement doit être adopté afin de définir les objectifs éducatifs du multi-accueil collectif, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il doit respecter les réglementations en vigueur, notamment les prescriptions de la CAF. Ce projet d'établissement comprend 3 volets. Un projet social qui a pour vocation de décrire les raisons d'être de la structure d'accueil. Il situe le service dans son cadre économique, politique, social et partenarial en référence à l'analyse des besoins. Un règlement de fonctionnement qui précise les modalités de fonctionnement et d'organisation du multi-accueil municipal conformément à la législation en place. Il a pour objectif de définir les actions à organiser et les responsabilités de chacun, ainsi que les éléments contractuels entre les familles et la ville. Il est indispensable au fonctionnement de la structure. Enfin, un projet éducatif qui permet de définir les valeurs éducatives que les acteurs du multi-accueil souhaitent promouvoir à travers les relations et les activités avec les enfants accueillis. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet d'établissement du multi-accueil collectif municipal des Moussaillons, joint en annexe. Simplement ajouter que ce centre multi-accueil, en fait, a gagné ses galons de noblesse, puisque maintenant il est considéré non plus comme simplement un lieu d'accueil des enfants, mais aussi la première pierre, la première marche à grimper pour devenir adulte, c'est-à-dire être confronté à la collectivité et découvrir la vie, non pas tout seul avec ses parents, mais avec d'autres amis, d'autres copains. Voilà, c'est le début de la vie. Merci Madame Sianfarani sur ce rapport des
Moi, de rajouter quand même que c'est un beau projet, Monsieur Charrier, que nous avons pris plaisir à inaugurer ensemble. Et d'ailleurs, de préciser que nous assumons pleinement, du coup, la montée en puissance de cet établissement et aussi les charges qui sont afférentes, puisque si je fais cette parenthèse, c'est parce que du coup, là, j'ai croulé depuis la sortie du magazine municipal. C'est un petit clin d'œil que je ferai, puisque je sais que le conseil municipal est diffusé à ceux qui m'ont interpellé, mais peut-être c'était le cas quand vous étiez premier magistrat, Monsieur Charrier. Je croule sous les demandes d'emploi. En effet, nous avons une difficulté à pouvoir répondre à ce besoin de la population, et notamment des personnes qui sont titulaires du CAP petite enfance. Et quand nous avons pris part, lors de la précédente séance du conseil municipal, d'expliquer, chers collègues, à l'ensemble de nos administrés, que cet établissement allait demander un effort supplémentaire en ressources humaines et des équivalents temps plein nécessaires, que nous avons ouvert et créé ensemble, puisque vous m'y avez autorisé, ce fameux poste à 50% d'infirmières nécessaire pour faire fonctionner ce multi-accueil à la capacité à laquelle il évolue aujourd'hui, mais aussi la nécessité de pouvoir recruter 2 postes d'auxiliaires puéricultrices. Donc c'est important, pas de CAP petite enfance sur des contrats à hauteur de 60%, et qu'on avait complété le poste d'une auxiliaire de puéricultrice déjà en place, qui était à 50%, qui est passé à temps complet. Donc ça fait une montée en puissance sur laquelle nous assumons totalement, parce qu'il est nécessaire pour faire fonctionner de la meilleure des manières cet établissement. Voilà, c'est vrai, je suis gentil là. Des avis contraires, des abstentions, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Rougon, pour le rapport 69, je crois d'ailleurs qu'il y a eu une petite modification dans la rédaction, donc vous avez trouvé sur table là. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonsoir. Je vais vous rapporter la délibération relative à l'acquisition en VFA d'un local à vocation tertiaire dans le programme de construction de Ouest Provence Habitat, qui projette la réalisation sur le quai de la Libération d'un ensemble immobilier comprenant un rez-de-chaussée des commerces, une partie du BCMO et de la caisse de compensation des congés payés, une partie des bureaux pour le regroupement du Pôle emploi et de la mission locale. Au premier étage, le reste des bureaux du Pôle emploi et du BCMO de la CCCP, ainsi qu'un local à vocation tertiaire. Sur le reste du premier étage et jusqu'au 4e étage, 22 logements proposés en acquisition, dont 10 en vente en l'état de futur d'achèvement en VFA et 12 en accession sociale à la propriété en prêt social location-accession, le PSLA. Ce projet se situe sur les propriétés réunies de Ouest Provence Habitat et de la caisse de compensation des congés payés des dockers sur le quai de la Libération. Afin de prendre en compte les besoins en locaux en lien avec l'activité portuaire, il est proposé l'acquisition en VFA du local comprenant 137,60 mètres carrés utiles situé au premier étage du bâtiment et disposant d'un accès indépendant. Ce local a été négocié pour un montant de 323 910 € hors taxes, soit 388 692 € TTC sur la base d'une TVA à 20%. France Domaine a été régulièrement sollicité par courrier en date du 10 juin 2015. Après plusieurs contacts téléphoniques, France Domaine n'est toujours pas en mesure d'émettre un avis. En conséquence, et en application de l'article R 1211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques, indiquant qu'à l'absence de réponse de France Domaine dans un délai d'1 mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, celui-ci sera réputé donné. L'opération d'acquisition par la ville peut donc intervenir au prix défini ci-dessus, soit 388 692 € TTC. Je vous laisse le soin de parcourir les modalités du paiement et la déclinaison des prix pour un appel de fonds à 388 692 € TTC, et il est donc proposé au conseil municipal d'accepter dans les conditions définies ci-dessus l'acquisition en VFA du local de 137,60 mètres carrés situé au premier étage de l'immeuble projeté par Ouest Provence Habitat sur les parcelles cadastrées section C 1285, 1286, 3243 et 387 sur le quai de la Libération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement et tous les actes et documents en relation avec cette opération. Merci Monsieur Rougon. Cette délibération appelle-t-elle des commentaires? Madame Taffignon. Monsieur le maire, comme vous en doutez, ma remarque va porter sur le début de la délibération, donc sur
Juste une petite précision, je pense que vous avez voulu parler du pôle intercommunal pour l'emploi et non pas de l'agence Pôle emploi qui regroupe les ACEDIC et la NPE. Donc le pôle intercommunal pour l'emploi qui est un projet, comme vous le savez, qui me tient beaucoup à cœur. Et donc je suis très heureuse d'en voir enfin la finalité. Pour expliquer que la situation actuelle était une situation intermédiaire avec une mise à disposition gratuite des locaux de la Marina qui maintenant vont devenir municipaux. Mais je voudrais surtout là-dessus remercier devant cette assemblée Monsieur Bernard Granier qui a bien voulu à l'époque entendre les besoins de la ville donc pour la construction de ce pôle intercommunal pour l'emploi d'une surface de plus de 300 mètres carrés qui permettra, et c'était bien là le but principal, un meilleur accueil du public et développer encore des permanences qui seront utiles aux demandeurs d'emploi. Voilà, je tenais quand même devant cette assemblée à remercier M. Bernard Granier. Très bien, notre intervention. M. Charrier. Oui, Monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, ce projet nous tenait particulièrement à cœur. J'avais en son temps rencontré le secrétaire du syndicat du port, M. Stamatiou, et nous avions convenu de la nécessité de garder sur le bassin central la mémoire du port. Je crois qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la création de ces écluses, de ce port, la ville de Port-Saint-Duron n'existerait pas. Et il était important donc de pouvoir, au travers de la reconstruction de ce centre d'embauche, permettre la pérennité de l'histoire de notre territoire. Et pour pouvoir assurer cette histoire, il fallait aussi, au-delà de la présence des entreprises et des salariés, avoir un local dédié au syndicat du port. Et je pense comprendre que quand vous écrivez afin de prendre en compte les besoins en locaux liés à l'activité portuaire, il s'agit bien de la convention que nous avions convenue avec Bernard Granier, moi-même et M. Stamatiou, d'un bail amphithéotique de mise à disposition de ces locaux au syndicat de la CGT. Et en tous les cas, nous voterons bien entendu très volontiers cette délibération. D'autres interventions ? Non, très bien. Alors, bien entendu que moi je m'associe à la reconnaissance de tous ceux qui sont à l'initiative des projets. Je m'associe surtout à ceux qui se battent pour assurer la continuité et la confirmation des volontés qui ont été exercées. L'occasion pour moi quand même, mais ça je sais que vous y pensez depuis bien longtemps lorsque vous avez reçu cette délibération, de pouvoir appuyer ici quand je sais que beaucoup de monde passe certains passent du temps à démonter l'action municipale sous prétexte que nous serions des menteurs et que nous ne tenons pas à nos engagements, mais nous tenons là quand même le fait même que nous nous battons dans la manière dont nous étions engagés, et que je rappelle quand même que nous avons quand même de la continuité dans les idées, parce que quand j'étais présent dans l'opposition au moment où on a voté le permis d'aménager de ce projet, ces fameux 2 îlots sur lesquels je me démenais pour tout à fait m'inscrire dans les propos que vous tenez aujourd'hui, et Madame Taffignon et Monsieur Charrier, de la nécessité de regrouper ces services à l'emploi intercommunaux, de la nécessité de pouvoir redonner essence à ce BCMO à cet endroit même là, mais que ce n'était pas la peine de nous refiler avec, dans le colis, 100 logements sociaux complètement inutiles, sur lesquels nous avons brillamment travaillé et réussi à refaire le permis de manière à ce que nous soyons très prochainement propriétaires d'un espace foncier sur le port où vous ne verrez pas la construction de ces 100 logements à destination sociale supplémentaire, et que nous avons tenu là très concrètement un engagement de campagne. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne la cerise sur le gâteau offerte par Bernard Granier au syndicat des dockers,
Je voudrais quand même associer aussi René Raimondi, on peut quand même le dire, puisque c'est lui l'actuel président du SAN, qui a alloué les crédits à la ville, parce que bon, cette opération, vous le savez, elle sera au travers d'une subvention, nous le verrons après, accordée et financée par le SAN pour que nous puissions, on va dire, acquérir ces locaux. La manière dont ils seront attribués, ces engagements, ce bail amphithéotique, bon, ça restera à définir entre la ville et le syndicat des dockers. Donc après, je n'ai pas été jusqu'à ce fameux bail amphithéotique. En tout cas, il n'a jamais été mis sur la table. Hein. Je préfère être bien clair pour que ça soit traduit auprès de tout le monde, mais tout le monde est bien au courant. Mais de toute façon, il n'y a pas la volonté ici exprimée de nous dérober à cette destination. Et vous le comprenez bien en prenant cette délibération. Mais mes camarades du syndicat sont quand même tout à fait au courant de la destination de ce bâtiment. Et Dieu sait que je ne cesse de les relancer pour qu'ils m'expliquent bien à quelle destination ils vont être voués pour pouvoir permettre d'aménager ce local selon leur volonté. Mais nous pouvons nous féliciter, en effet, de cet aménagement dans la continuité, comme nous l'avions fait quand nous étions à l'opposition, de nous dire que cette île Loubet, finalement, était un projet qui trouvait sa place sur le port, avec la possibilité pour des gens d'accéder à la propriété sur un très beau programme qui sera mis à disposition très prochainement. Donc, si des Port-Saint-Louisiens se sont rendus au Salon de l'Habitat à Istres, étaient exposés avec un joli film de ce que sera le rendu final, et avec la volonté de l'équipe municipale d'avoir trouvé dans cette acquisition sociale, dans cette acquisition à la propriété, un dispositif bien nécessaire qui est celui de l'acquisition sociale à la propriété pour aider les primo-accédants à pouvoir acquérir leur appartement. Voilà. Donc, je pense que cette délibération, sans problème, elle va accueillir l'unanimité du conseil municipal. À moins qu'il y ait d'autres interventions, je le soumets à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions, j'en étais persuadé. Merci beaucoup. Monsieur Rougon, vous pouvez rapporter la délibération 70. Déclassement et cession d'un terrain du domaine public communal à l'angle des rues Victor Hugo et Élie Macrédis. Madame Béatrice Zounia et M. Georges Vidal, propriétaires de la parcelle cadastrée section C 3530 située au 21 de la rue Nelson Mandela, ont sollicité la cession d'un terrain dépendant du domaine public communal jouxtant leur propriété. Il s'agit d'un espace vert sans aménagement ni équipement spécifique situé en angle des rues Victor Hugo et Élie Macrédis. Compte tenu de la configuration des lieux et de l'absence de voisinage en dehors des demandeurs, la commune peut se dessaisir de cet espace vert sans porter atteinte à la voirie communale. Par avis en date du 19 mars 2015, les services des domaines a estimé la valeur vénale du dit terrain à 4 000 € hors taxe. Les conditions de cession sont les suivantes. Les frais de division parcellaire et l'établissement de tous les documents nécessaires à la vente seront intégralement pris en charge par l'acquéreur. Il est donc proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement de l'espace vert jouxtant la parcelle cadastrée, section C 3530, située à l'angle des rues Victor Hugo et Élie Macrédis, d'autoriser la cession de ce terrain à Madame Béatrice Zounia et Monsieur Georges Vidal au prix de 4 000 € hors taxe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de celle-ci. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Sur cette délibération, des commentaires? S'il n'y en a pas, je la soumets au vote. Des avis contraires, des abstentions, l'unanimité pour cette délibération. Monsieur Rougon, toujours pour le 71. Intégration dans le domaine public communal de la voie Docteur Paradas. Par convention en date du 18 mars 2011, la ville de Port-Saint-Louis et la SCCV, vue sur le port, ont signé une convention dans laquelle la société s'engageait à réaliser une voie piétonne qui traverserait son opération et relierait ainsi l'avenue Édouard Bergenot au quai de la Libération. Cette voie, une fois réalisée, est conforme aux normes fixées par les concessionnaires et par le SAN Ouest-Provence. En ce qui concerne le permis de construire, serait remise gratuitement à la ville aux frais du promoteur. Ainsi, suite à la visite de conformité organisée le 27 août dernier en présence de M. Gex, représentant de la société Pitch Promotion, du service urbanisme de la ville et du SAN Ouest-Provence, les bâtiments et les espaces extérieurs sont définis conformes au permis de construire. Suite à la visite de conformité organisée le 17 septembre dernier avec les concessionnaires en ce qui concerne les équipements, en présence toujours de M. Gex, des entreprises ayant réalisé les travaux, des services techniques de la ville et du SAN, les équipements sont définis conformes aux exigences communales. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le transfert de propriété de l'allée Paradas
constitués par les parcelles cadastrées section C 3604 et 3608, comprenant 1072 mètres carrés, d'accepter l'intégration dans le domaine public communal de l'allée du Docteur Paradas et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires au transfert de propriété. Merci, Monsieur Rougon. Cette délibération, des commentaires, il n'y en a pas. Mais en parlant de docteur, je salue la présence dans la salle de quelqu'un qui a réalisé une belle œuvre à l'occasion de notre docteur, puisque le docteur Colonna a été mis à l'honneur, ainsi que l'histoire de Port-Saint-Duron, au travers de la belle plume de José Valli. Je voulais quand même le préciser. Les conseillers municipaux sont demandés de leur avis sur cette délibération. Des avis contraires, des abstentions, unanimité. On passe à la suivante, le rapport 72. Monsieur Rougon. Vente du garage numéro 1, cadastré section C, numéro 3020, à Madame et Monsieur Tobal Stéphane. La ville possédait 11 garages de 21 mètres carrés situés au Faubourg Foch, rue de l'Armistice. Ces garages étaient essentiellement loués aux résidents de la copropriété HPLM. Dans les années 2000, les locataires avaient interpellé le maire et lui avaient demandé de leur vendre ces garages. Leur demande a été acceptée et la plupart des garages ont été vendus. Néanmoins, le maire avait souhaité que les locataires qui ne voulaient pas acheter puissent conserver en location. La commune est donc encore propriétaire des garages numéro 1 et numéro 4. La locataire du garage numéro 1 ayant résilié sa convention et ne souhaitant pas acquérir ce bien, la ville a donc consulté la liste d'attente des demandeurs afin de le proposer à l'accession. Par avis en date du 17 juillet 2015, le service des domaines a estimé la valeur vénale du dit garage à 10 000 € hors taxe. Considérant que Madame et Monsieur Tobal Stéphane résident à proximité immédiate du bien en question et qu'ils ne possèdent pas de garage, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la cession du garage numéro 1, situé rue de l'Armistice au Faubourg Foch, à Madame et Monsieur Stéphane Tobal au prix fixé par les domaines, soit 10 000 € hors taxe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de celle-ci. Des commentaires sur celle-ci? Des contre, des abstentions, unanimité. Merci beaucoup. Le rapport 73, Monsieur Minoretti. Merci. Donc il s'agit du transfert à titre gratuit au San-Ouest Provence de parcelles cadastrées pour la requalification de la déchetterie. Donc en date du 28 novembre 2013, le conseil municipal autorisait le San-Ouest Provence, compétent en la matière de collecte et de traitement des déchets sur l'ensemble du territoire intercommunal, à déposer une demande de permis de construire pour la requalification de la déchetterie et du centre de transfert sur les parcelles sections C 579 et 580. Le permis de construire ayant été délivré, la ville doit céder au San-Ouest Provence les parcelles concernées par les travaux pour que celui-ci puisse les engager. Ce transfert de propriété ne donne pas lieu à d'indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. France Domaine a été saisie et a évalué la valeur vénale de cet ensemble immobilier à 6,80 € le mètre carré, soit 23 250 €. Considérant que les travaux envisagés sont nécessaires à la mise en conformité du site et au bon fonctionnement du service rendu à la population, il est proposé au conseil municipal d'approuver le transfert en pleine propriété à titre gratuit au profit du San-Ouest Provence des parcelles cadastrées section numéro 579 et 580 pour une superficie de 3 424 mètres carrés et d'autoriser Monsieur le maire Martial Alvarez à signer tout document afférent à ce transfert. Merci, Monsieur Minoretti. Des questions à cette délibération? Il n'y en a pas. Ça sent le match de rugby. Alors, des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité. Bon, là, on va prendre un petit peu de temps pour celle-ci. La question 74. Il s'agit de l'approbation des statuts et la désignation des représentants de la société publique locale Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis Provence. Les activités liées au nautisme et au métier de la mer occupent une place prépondérante en région PACA. Dès lors, la mise en place d'une offre économique diversifiée renforce l'attractivité de ce bassin d'activité et d'emploi. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône occupe une place importante dans ce domaine d'ailleurs. Avec 6 ports, dont 2 publics, ça représente 1000 places à flot et 2000 places à terre, qui en font le premier port à sec européen. Cela constitue une plateforme professionnelle reconnue, constituée par 28 entreprises représentant 180 emplois. L'offre des produits de la mer déjà existante, notamment avec l'entreprise Ferrigno et la production conchilicole de 40 exploitants, va être enrichie très prochainement par la mise en marché des huîtres de Camargue, labellisées.
Un réel potentiel régional, national et européen existe dans tous ces domaines. Ainsi, pour accompagner la mise en œuvre d'une stratégie de développement adaptée à ces enjeux, il est envisagé de se doter d'un opérateur capable de gérer des problématiques économiques, d'aménagement et d'équipement, mais également touristiques et de loisirs. Depuis la loi 2010-559 du 28 mai 2010, les collectivités locales ont la possibilité de créer des sociétés publiques locales, dites SPL, permettant de procéder à l'étude, à la réalisation et à la gestion d'opérations d'aménagement au sens de l'article L301 du Code de l'urbanisme, à des opérations de construction, de maintenance, de rénovation et de réhabilitation, mais aussi la gestion de missions d'intérêt général. Une SPL dispose d'un régime similaire à celui des sociétés d'économie mixte locale. Elle est régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code de commerce. Elle présente les caractéristiques suivantes. Le capital doit être détenu en totalité par des collectivités territoriales ou EPCI en associant un minimum de 2 actionnaires. La SPL peut intervenir pour la réalisation d'opérations d'aménagement ou l'exploitation de services publics industriels et commerciaux dès lors que son champ d'intervention relève des compétences de ses actionnaires publics. La SPL ne peut intervenir que pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires. La possibilité pour ces actionnaires de conclure avec la SPL des contrats sans mise en concurrence lorsque les 10 actionnaires sont en relation de quasi-régie avec elle. Ainsi, Ouest-Provence et la commune de Port-Saint-Louis souhaitent se doter d'une telle structure déliée relevant de ce régime qui sera notamment chargé exclusivement pour le compte des collectivités territoriales qui en sont actionnaires et sur le territoire de ces derniers, dans le cadre de leurs compétences, de la mise en œuvre et du développement du pôle nautisme et mer sur le territoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône et plus particulièrement sur 150 hectares situés sur la presqu'île du Mazet. Cette SPL, dédiée au développement du pôle nautisme et mer, aura pour intitulé de raison sociale « Nautisme, mer, développement, Port-Saint-Louis, Provence ». Son objet social est défini de la façon suivante. Gérer et développer les équipements et les activités liées au nautisme et aux produits de la mer. Valoriser, promouvoir et contribuer au développement de l'offre existante des activités du nautisme et des produits de la mer. Organiser la reconversion de friches portuaires et industrielles permettant le développement d'aménagements, d'équipements et des activités favorisant le nautisme et les produits de la mer. Aménager et gérer de nouvelles zones d'équipement et de services pour accueillir de nouvelles entreprises ou tout autre organisme concerné contribuant à renforcer l'attractivité du pôle nautisme et mer. Favoriser l'implantation et le développement de nouvelles activités et de nouveaux produits liés au nautisme et aux produits de la mer. D'organiser, de gérer et de développer des activités de découverte et de loisirs permettant de renforcer l'offre et l'attractivité du territoire. Dans ce périmètre, la société pourra concevoir, conduire et réaliser des opérations d'aménagement, de valorisation, de construction et d'exploitation, permettant de valoriser le foncier, développer les équipements, l'immobilier et les activités des biens et de services liés au domaine du nautisme, de la mer, des loisirs, ainsi que du développement durable. Acquérir, aménager, louer ou commercialiser des terrains ou tout bien mobilier ou immobilier contribuant au développement des activités économiques, de services et de loisirs valorisant le pôle nautisme et mer. Mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement du pôle nautisme et mer de Port-Saint-Louis-du-Rhône et réaliser des aménagements et des équipements adaptés pour assurer un développement durable remarquable des espaces naturels et des activités de loisirs adaptés aux atouts de la zone. Réaliser les études, analyses et expertises répondant aux objectifs de développement. Prospecter, promouvoir et animer des actions de développement pour favoriser les activités et les produits liés au nautisme, à la mer et aux loisirs associés, à la mise en valeur du territoire concerné. Organiser et proposer des services appropriés d'assistance technique, financière et humaine pour le développement de ces activités. Créer, gérer et promouvoir les activités de loisirs nautiques, de tourisme industriel et de découverte sur son territoire d'intervention. D'assurer des missions d'information, de promotion, de prospection et d'animation contribuant au développement du territoire et de ses filières d'activité. Favoriser la qualification des métiers liés au nautisme et à la mer et contribuer au développement des savoir-faire du territoire. Mettre en place une politique de communication valorisant l'image et l'attractivité du territoire et de ses activités. En ce qui concerne son fonctionnement, sauf disposition dérogatoire, la SPL sera soumise au Code de commerce dans sa partie concernant les sociétés anonymes. Nous en venons donc au capital. Son capital sera constitué d'apports en numéraire, 1 500 000 €, divisé en 1 500 actions de 1 000 € de nominal chacune, qui seront réparties de la façon suivante entre les 2 actionnaires. Le SAN Ouest-Provence, qui fera l'acquisition de 500 actions pour un capital de 500 000 €, et la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui fera l'acquisition de 1000 actions pour un capital de 1 million €. La gouvernance de cette SPL sera assurée par un conseil d'administration composé de 7 administrateurs,
désignés par les collectivités actionnaires et répartis en proportion de leur participation au capital comme suit. 2 sièges pour le syndicat d'agglomération Nouvelle-Ouest-Provence, qui ont été désignés avant-hier lors du comité syndical, qui seront donc M. Raimondi et M. Vigourou, maire de Fos et président de San-Ouest-Provence, ainsi que M. Vigourou, maire de Miramas et conseiller départemental, député suppléant, c'est bien ça aussi, également, voilà, ainsi que de 5 sièges pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Dans ce cadre, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône dispose au titre des instances de la société de 1 représentant aux assemblées générales, qu'elles soient qualifiées d'ordinaire, d'extraordinaire ou de spéciale, de 5 représentants au conseil d'administration. À cet effet, il est proposé de désigner votre maire en qualité de représentant permanent de Port-Saint-Louis-du-Rhône au conseil d'administration et aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales de la SPL Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis-Provence. Il est également proposé de désigner en qualité de représentant permanent de Port-Saint-Louis-du-Rhône au conseil d'administration de la SPL Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis-Provence. Je vous rassure, il y aura un diminutif, mais ça, on le communiquera plus tard. Ça fera l'objet d'une conférence de presse. Monsieur Frédéric Rougon, Monsieur Philippe Kézergue, Madame Najat Piller, Madame Maria Dolores Parodi. Donc, les représentants seront évidemment autorisés à se porter candidat et à accepter toutes les fonctions de direction qui pourraient leur être confiées, et notamment celle de président du conseil d'administration ou de président assurant les fonctions de directeur général. Les représentants de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône seront autorisés à percevoir, à l'application des articles 23 de la SPL, au titre de leur fonction d'administrateur, une rémunération, à se voir confier des mandats spéciaux pour lesquels pourront être alloués des rémunérations exceptionnelles dans le respect des dispositions légales. Conformément au statut, une assemblée générale composée notamment des délégués de chaque actionnaire sera constituée. Afin de procéder à l'accomplissement de l'ensemble des actes et formalités nécessaires à la création de la SPL, il me sera donc donné mandat, de façon transitoire, à l'effet de conclure au nom et pour le compte de la société les actes et formalités en découlant. Les sommes éventuellement engagées dans ce cadre par le mandataire feront l'objet d'un remboursement par la SPL dans un délai d'1 mois après son immatriculation. Voilà, je ne vais pas vous lire tous les considérants, les approuvants qui sont écrits sur ceux que je viens déjà de citer et que je vais vous demander d'approuver. Et vous demander s'il y a des interventions sur cette délibération. Monsieur Charrier. Monsieur le maire, la SPL proposée aujourd'hui s'inscrit pleinement dans le choix qui était le nôtre de développer les métiers du nautisme et de la mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône, une ville qui, par essence même, est tournée vers le fleuve et la Méditerranée. Je crois qu'il est utile, et vous l'avez très bien souligné, de pouvoir, dans ce qui est en train de se mettre en œuvre avec le transfert de compétences vers la métropole et les moyens plus importants qui seront donnés demain aux régions en termes économiques, de se doter d'outils avec les collectivités de proximité afin d'être et de maîtriser surtout le développement économique et que nous ne soyons pas spectateurs de ce développement. Nous aurions, monsieur le maire, voté très volontiers cette délibération parce que nous partageons ce souci de pouvoir être des acteurs du développement économique local et en associant, bien entendu, les entreprises concernées. Néanmoins, nous trouvons regrettable, et malgré les propos que vous avez tenus tout à l'heure sur la nécessité et votre volonté d'associer l'ensemble des élus du conseil municipal dans la gestion de la ville, qu'aucun représentant sur les 5 représentants que compte la commune ne puisse être issu de l'opposition. Je pense que nous aurions pu avoir une place constructive au sein de cet outil. En tous les cas, je tenais à le regretter fortement. Merci, Monsieur Charrier. Alors, plusieurs réponses, puisque dans votre intervention, il y a plusieurs interrogations. La première, je suis ravi de savoir que vous partagez cette nécessité d'avoir cet outil juridique pour porter le développement de cette zone et surtout puis en garder la maîtrise. Si vous aviez été là au comité syndical du SAN, vous auriez entendu que cette volonté est partagée par l'ensemble des acteurs du territoire. Je peux mesurer que votre envie était grande, mais votre réaction a été plutôt longue, puisque ce projet, je vous le rappelle, est dans les cartons depuis 2006, initié par la municipalité de l'époque, porté devant l'intercommunalité avec un crédit qui était accordé. Je ne comprendrai jamais, mais je suis rassuré parce que nous avons réussi à boucler, avant l'entrée dans la métropole, ce dossier. Je ne
comprendrez jamais comment on a perdu autant de temps sur ce dossier, parce que tout était là pour mettre comme vous l'avez dit, en lumière les atouts de ce territoire et créer un outil pour porter le développement sur cette zone. Bon, le principal, c'est que ça arrive. Le principal, c'est que tout le monde soit conscient et convaincu des atouts de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans ce domaine. L'important, et d'ailleurs je le défendrai le 14 octobre prochain aux Assises régionales de la mer, puisque, pour vous dire, comme ce projet est d'ampleur, comme la vision de notre territoire, des fois on s'en inquiète, mais est largement bien positionné, en tout cas à la vue des acteurs régionaux, puisque à Marseille, à cette occasion, je participerai à une table ronde pour expliquer les détails de ce projet, et à cette table ronde, nous serons ni plus ni moins que 2 villes à intervenir, Toulon et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc ça se situe quand même dans le cadre d'une reconnaissance sur ce projet-là, que je précise qui sera pas concurrentiel, mais complémentaire sur la région PACA, et puis même la future région, je crois que c'est Occitanie qui, sud de France, est arrivé derrière dans les sondages. Mais bon, nous positionnons vraiment dans une activité complémentaire pour les activités qui sont liées au nautisme, un espace fabuleux et la volonté affichée de l'équipe municipale de remettre un coup de forceps pour aider les conchiliculteurs, tous ces artisans de ces petits métiers de la mer à reprendre espoir, à redonner un coup de fouet pour qu'on puisse, au travers justement de cette nouvelle labellisation de ce produit de l'huile de Camargue, reprendre un petit peu cette activité qui manquait un petit peu de perspective et d'espoir, la volonté de faire un aménagement qui valorisera ce fabuleux espace naturel. D'ailleurs, ce projet a été imaginé d'une manière qui est reconnue par l'ensemble des acteurs du territoire de manière exemplaire, puisque nous avons appréhendé l'aménagement de cette zone en nous basant donc sur une étude d'opportunité qui datait de 2006, qui valide bien le fait que ça fait un moment que c'était dans les cartons, complétée par une étude d'impact que nous avons lancée dès notre arrivée. Dès notre arrivée, nous avons lancé une étude d'impact pour appréhender les enjeux et comment nous allions pouvoir aménager toute la zone, pour pas faire des petits coups partis, pour bien réfléchir et pour bien dire à nos partenaires comment on pouvait imaginer aménager cette zone et quelles contraintes allaient nous être demandées de valorisation environnementale pour répondre, on va dire, à cette compensation nécessaire que la loi, à laquelle la loi nous oblige. Donc c'est mené d'une manière très correcte, très cohérente. Aujourd'hui, l'étude de faisabilité, l'étude d'aménagement, par contre, est partie terminée. Hein, le diagnostic, non, mais ça, c'est le diagnostic écologique faisait partie de la préétude. Donc là, maintenant, nous allons, comme nous l'avons fait en amont de ce projet, parce que c'est un exemple en matière de consultation, revenir vers tous les professionnels du nautisme qui occupent cette zone, un monde fabuleux et merveilleux de petits artisans qui ont une main de maître et une valeur ajoutée exceptionnelle. Ils maîtrisent leur métier d'une manière exceptionnelle. Je crois qu'on ne mesure jamais assez combien nous avons ici des artisans qui interviennent sur les bateaux, des artisans liés au petit métier du nautisme qu'ils font d'une manière remarquable. Nous reviendrons vers eux, nous reviendrons vers toutes les personnes qui sont actives sur ce secteur-là, notamment les pêcheurs, les conchiliculteurs, pour leur montrer que nous avons pris en compte leurs doléances et leur proposer un aménagement de cette zone. Ensuite, nous pourrons officiellement proposer la manière dont nous aménagerons, annoncer officiellement la création de cette SPL qui fera l'objet du portage de ce projet. Autre chose que je voulais dire, mais ça m'échappe sur votre intervention, la représentativité. Monsieur Charest. Vous me disiez à l'époque, oui, je sais, mais moi, maintenant, je suis maire, c'est normal que l'opposition, ils fassent leur petit cinéma, nanana. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est normal, c'est le jeu. Monsieur Charrier, si vous étiez dans cette disposition, quand vous aviez, vous, à désigner les délégués communautaires, pourquoi vous n'avez pas proposé à un membre de l'opposition de le faire ? On est bien ici dans une instance où on demande la représentativité de la majorité municipale. Donc, ne demandez pas aux autres de faire ce que déjà vous n'étiez pas capable de faire. En matière de concertation et d'association des élus de l'opposition, je considère que j'en fais déjà bien assez dans l'esprit qui anime l'ensemble de l'équipe municipale pour que nous puissions gérer et partager, on va dire, de manière globale les inquiétudes de nos administrés. Ne vous inquiétez pas, si jamais il y avait un changement de majorité municipale,
C'est vous qui désignerez les représentants. Et à ce moment-là, je ne doute pas un instant que vous nous tourneriez vers votre opposition pour leur proposer quoi que ce soit. Donc, ici, soyons sérieux. Monsieur Charrier, je suppose que c'est la même réflexion que vous auriez fait au SAN, alors. Pourquoi on ne propose pas aux personnes du SAN de désigner quelqu'un qui n'est pas dans la gouvernance de siéger? Non, c'est la même question aurait été posée. Bon, c'est dommage que vous n'ayez pas été là pour le... Mais ça, c'est de la petite polémique. Ça, c'est ridicule comparé, on va dire, à l'importance du moment. L'importance du moment. Parce que j'insiste, c'est un vrai levier de développement pour la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et là, nous allons pouvoir mettre en place un véritable aménagement sur cette zone et pouvoir aller en cohérence avec un ensemble de perspectives qui verront avec l'aménagement du schéma directeur où personne n'a rien inventé et nous on ne s'approprie rien. C'est quelque chose qui est né depuis bien longtemps, où nous verrons les berges nord du canal Saint-Louis s'aménager, où nous avons lancé une étude d'interface ville-port pour imaginer le port Saint-Louis de demain, comment on pourra mettre en cohérence tout ça, comment nous arriverons. Et puis, dans la petite polémique quotidienne, le principal, c'est que nous voyons finalement ces aménagements se réaliser. Et la seule chose que je retiens de votre intervention, c'est que vous, comme nous sommes confiants dans le potentiel de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, que vous, comme nous sommes confiants sur la capacité aux acteurs locaux à prendre leur destin en main, et que vous, comme nous croyons au développement économique à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc, on doit se féliciter quand même, parce que c'est pas chose facile, finalement, si vous n'avez pas réussi, d'aller demander à Ouest-Provence de croire en nous, de croire en ce projet, de mettre sur la table un apport en numéraire sur l'immédiat. Et puis, la petite parenthèse fait que, vu qu'on a été un petit peu obligé d'aller vite, parce que la métropole arrivant, il fallait qu'on puisse créer cette instance avant cette date fatidique du 1er janvier, dans un deuxième temps, verra la contribution et l'apport foncier, puisque nous sommes à 80% propriétaires du foncier sur cette zone, et qui maîtrise le foncier, maîtrise forcément le développement. Donc moi, mes chers collègues, je me félicite d'avoir pu porter votre parole auprès des représentants du SAN Ouest-Provence, de les avoir convaincus d'investir 500 000 € cash sur cette société. Je vous félicite des choix que vous avez faits lors du précédent budget, d'avoir provisionné cette somme pour pouvoir investir sur de l'aménagement qui va amener du développement économique au service de l'ensemble de nos administrés. Donc je vous demanderai de voter cette délibération. Ceux qui ne la votent pas pour des petits soucis que je considérerais quand même annexes ne mesurent pas le poids de cet outil juridique. Donc je la soumets à votre approbation. Des abstentions, c'est ça? Le reste est pour. Merci beaucoup. Les délibérations suivantes, c'est le bloc finance. Alors, en l'absence de mon adjoint aux finances, dont je suppose que le sourire ne doit pas manquer à tout le monde, je vais lire les délibérations. La 75, c'est une délibération cadre relative au crédit délégué. Alors, cette délibération, en fait, mes chers collègues, va nous permettre de disposer, avec une disposition qui a été prise par le SAN Ouest-Provence, c'est-à-dire d'avoir recours au crédit délégué. Donc, il faut qu'on prenne cette délibération cadre, comme vous le verrez. Chaque fois qu'on fera un projet et qu'on motivera une subvention dans le cadre de ces crédits auprès du SAN Ouest-Provence, ça nous y autorise. Donc, je vous en fais une lecture rapide. Donc, dès lors que toute subvention d'équipement attribuée dans le cadre des crédits délégués ne pourra excéder 80% du montant total précité, il est précisé que chaque subvention allouée dans ce cadre fera l'objet d'un conventionnement entre Ouest-Provence et la commune bénéficiaire afin de fixer les modalités propres à chaque opération, et notamment la nature de l'opération. Donc, sur cette délibération, il vous est demandé d'approuver la délibération cadre relative au crédit délégué, d'autoriser le maire ou son représentant nullement habilité à signer la présente délibération, et de bien comprendre que la participation minimale du maître d'ouvrage, c'est-à-dire la commune quand on fait une demande de subvention, ça sera de 20%. Donc, les subventions sollicitées pourront être au maximum à hauteur de 80%. Commentaire cette délibération? Avis contraire, abstention, unanimité. Je vous en remercie. Et bien voilà, une demande de subvention d'équipement à Ouest-Provence dans le cadre de crédit délégué pour l'acquisition en VFA d'un local à vocation tertiaire, celui dont nous parlions tout à l'heure. Donc il s'agit de demander, dans le cadre de ces crédits délégués, une subvention
pour une dépense subventionnable globale estimée à 412 500 €. Donc, si vous y voyez une différence avec le prix d'acquisition, il faut y intégrer les frais d'aménagement du local. Ainsi, nous vous demandons de solliciter l'aide de Ouest Provence pour cette opération au titre de l'année 2015, d'approuver la future convention de partenariat relative à l'attribution de cette dite subvention et d'autoriser, Monsieur le maire ou son représentant habilité, à signer les documents afférents. Libération, je suppose que tout le monde est pour cette demande de subvention. Unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant, 77, la modification du régime indemnitaire de la filière médico-sociale. Donc, suite à l'augmentation de la capacité d'accueil de 20 à 30 places de la crèche, les effectifs ont dû être renforcés, ce que je vous disais tout à l'heure, afin de répondre aux responsabilités supplémentaires de la responsable de la crèche. Il est nécessaire de modifier la délibération du 12 septembre 2008 relative au régime indemnitaire en instaurant l'indemnité forfaitaire représentative de suggestions et de travaux supplémentaires. Donc, comme c'est précisé dans la délibération, nous vous demandons de verser l'indemnité représentative de suggestions et de travaux supplémentaires aux agents de la filière médico-sociale. Vous avez pris connaissance du montant référence annuel pour les différents cas d'emploi. Pour obtenir le montant annuel moyen annuel, un coefficient multiplicateur est appliqué au montant de référence compris entre 1 et 7 et il est fixé en fonction des critères d'attribution inchangés, à savoir le grade détenu, le niveau de responsabilité, les contraintes horaires. Et ces indemnités seront versées mensuellement. Les crédits correspondants seront ouverts au budget. Cela ne concerne donc que la responsable, je parle sous le couvert des services, la responsable de la crèche. C'est bien ça. Et d'ailleurs, l'occasion pour moi de féliciter non seulement la responsable, mais l'ensemble de son équipe pour le travail qu'elles effectuent au quotidien auprès de nos petits bouts. Des commentaires à cette délibération? Avis contraire, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Le 78, je suppose qu'il n'y a pas de vote là. Donc on va prendre acte du rapport d'observation définitive sur les comptes et la gestion de l'association Marseille et Provence 2013. Vous avez pris lecture de ce rapport, il appelle à des commentaires. Il était fastidieux, bien nécessaire de rendre notre avis. Nous en avons pris acte. Merci beaucoup. Le rapport 79, modification des compétences de gestion de Ouest Provence. Pareil, là on est toujours dans le cadre, comme vous le savez, des dispositions qui sont prises par l'intercommunalité au regard des compétences qu'elle exerce. Comme il y a une petite modification, nous avons pris des délibérations concordantes d'ailleurs, notamment avec le sport de haut niveau et quelques petites modifications dans le cadre des compétences qui sont régies par Ouest Provence. Nous vous demandons d'approuver la nouvelle organisation des compétences de Ouest Provence. Donc nous vous demandons d'approuver le transfert partiel au bénéfice des communes membres des compétences culture, environnement et politique de la ville et cohésion sociale, comme ça vous est donné dans l'annexe, d'approuver la modification de la délibération du 27 septembre 2014 qui portait définition des compétences de gestion de Ouest Provence. On vous l'a mis aussi en annexe de la délibération, de dire que ces transferts de charges vers les communes seront évalués et validés par les prochaines CETC, les commissions d'évaluation de transfert de charges, qui détermineront les nouveaux montants des dotations de coopération qui seront approuvés par délibération du comité syndical. De dire que l'ensemble des transferts nécessite l'approbation de la présente délibération de façon concordante par les communes membres de Ouest Provence, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, et d'autoriser, Monsieur le maire, son représentant, à signer la présente délibération. Des commentaires sur cette délibération? Je suppose qu'il n'y en a pas. Alors, à votre approbation, contre, abstention, abstention. C'est noté, le reste est pour. La délibération 80, transfert de propriété à titre gratuit des équipements de proximité appartenant à Ouest Provence au bénéfice de la commune, dont Mme Taffignon a fait référence tout à l'heure quand elle est intervenue. Donc il est rappelé que par délibération respective du 10 février 2015 et du 11 mars 2015, Ouest Provence et la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ont acté les modalités de mise en œuvre des transferts de propriété des équipements de proximité appartenant à Ouest Provence. Dans ce cadre, une convention de transfert des équipements a été conclue entre la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et Ouest Provence. Donc, nous allons vous demander d'approuver le transfert en pleine propriété à titre gratuit des équipements figurant sur la liste en annexe au profit de la commune, de préciser que ce transfert interviendra par acte authentique à la forme administrative et, comme d'habitude, de m'autoriser à signer la délibération et tous les documents s'y rapportant. Il s'agit donc, comme l'a dit Mme Taffignon, notamment de ce bâtiment, la Marina, où actuellement il y a la maison de l'emploi,
Nous avons donc des bâtiments aussi et des hangars désaffectés sur la zone du Thé Saint-Antoine et 3 terrains nus, dont un au Faubourg Ardon. Vous avez pris connaissance des commentaires de cette délibération, des avis contraires, des abstentions, adoptés à l'unanimité. Le rapporteur de la délibération 81 est Madame Piller. Merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demande de subvention au Conseil départemental pour des travaux de mise en sécurité au port-abri du Rhône, phase 2. En 2013, avec l'aide du Conseil général, la commune a pu mettre en service un point propre au port-abri du Rhône afin de collecter les déchets des usagers. En 2015, avec l'aide du Conseil départemental, la commune souhaite réaliser une deuxième phase de travaux pour sécuriser les abords de la mise à l'eau et des pontons. Il s'agit à présent de sécuriser l'accostage des bateaux, d'éclairer la mise à l'eau et le parking à remorque attenant. Ensuite, concernant l'aire de mise à sec, il est important de sécuriser cet espace en le clôturant et également en faisant quelques travaux de terrassement pour améliorer la qualité du sol. Enfin, dans le cadre d'une réflexion globale sur l'aménagement d'un espace dédié aux professionnels, une première remise en état des pontons est prévue. Pour ce faire, une sécurisation des abords, des pontons, de la mise à l'eau est nécessaire. Les travaux envisagés prennent en compte cette volonté et permettront en fait aux usagers, quels qu'ils soient, d'être accueillis dans de meilleures conditions. Ces travaux d'un montant de 45 000 € hors taxes sont éligibles aux aides octroyées par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre des aides à la sécurisation des ports. Il est donc proposé au Conseil municipal de solliciter auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône une subvention d'un montant le plus élevé possible pour les travaux d'un montant de 45 000 € hors taxes. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Sur cette délibération, des commentaires? Des avis contraires, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci beaucoup. La 82, contribution au Fonds de solidarité pour le logement. Depuis le 1er janvier 2005, la gestion du Fonds de solidarité pour le logement relève de la compétence département. Donc, grâce au soutien des communes et d'autres contributeurs, 5 607 ménages ont été aidés sur tout le département dans le cadre des aides à l'accès et au maintien et 11 699 ménages ont bénéficié d'aides aux impayés d'énergie pour un montant total de 9 849 739 € au titre de 2014, afin de renforcer la politique d'insertion par le logement en développant des aides financières individuelles aux ménages et les mesures d'accompagnement social. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône souhaite participer à cette mesure sur la base de 30 centimes par habitant, soit 2 582,70 €. Nous vous demandons donc d'approuver cette participation et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Commentaire. Monsieur Charrier. Oui, monsieur le maire, nous sommes tout à fait favorables au FSL qui permet à beaucoup de ménages en difficulté de pouvoir être maintenus dans le logement, mais nous saisissons cette délibération qui parle de solidarité pour parler d'un sujet beaucoup plus préoccupant et ô combien difficile. Depuis des mois et des semaines, des hommes, des femmes, des enfants meurent en Méditerranée, fuient les théâtres de guerre, la misère, les dictateurs, et sont aujourd'hui en Europe. Et il est nécessaire que nos gouvernants puissent prendre des mesures pour à la fois arrêter ces guerres incessantes, permettre aux populations de se développer sur leur territoire, mais aussi de trouver une solution solidaire en direction de ces migrants. La France, au travers du président de la République et d'autres pays européens, se sont engagés à accueillir sur leur territoire un certain nombre de migrants afin de pouvoir éviter de véritables drames humains. Il aura fallu la photo de cet enfant Ilan sur les côtes de Turc pour voir combien cette situation est dramatique et aussi combien le peuple européen est en capacité de faire des efforts pour accueillir ces populations. On a vu ces scènes en Allemagne où la population applaudissait les migrants qui arrivaient, contrairement à celles et ceux qui voulaient stigmatiser cette population et faire des amalgames odieux. L'État a demandé aux collectivités de prendre des mesures et proposer, vous avez dû, monsieur le maire, recevoir un courrier de monsieur le préfet,
pour regarder comment chaque collectivité, chaque commune en France pouvait accueillir 1 ou 2 familles de migrants et assurer ainsi sa mise en sécurité. Je vous demande donc, Monsieur le maire, de savoir si vous avez pris de telles mesures et si vous envisagez de prendre de telles mesures de façon à ce que la solidarité à Port-Saint-Du-Rhône, qui ne sont pas que des mots, la diversité de la population qui compose la population de Port-Saint-du-Rhône en est aussi un exemple, puisse recevoir ces populations. Je pense que ça serait rendre hommage à celles et ceux qui ont, pour d'autres raisons, sont venus sur notre territoire, et je crois en tous les cas qu'il est important de répondre à ce devoir de solidarité et d'humanisme nécessaire envers ces populations. Merci. Merci, Monsieur Charrier. En effet, comment ne pas s'associer dans la gravité des propos qui sont les vôtres? Il faudrait être inhumain pour pouvoir penser d'une autre manière que vous face à ce drame humain qui se déroule. Combien ça doit être difficile pour ces gens qui finalement sont là-bas avec une vie, des enfants, ils vont à l'école, ils travaillent, ils fuient juste finalement un régime qui ne leur laisse aucun avenir dans leur propre pays, ce qui est complètement dramatique. Il faudrait être inhumain pour ne pas partager cette douleur, cette peine. J'ai toujours eu l'habitude de prendre avec beaucoup de retenue la manière dont sont traitées les choses, notamment par les médias. Combien la décence, le respect de ces gens est bafoué de manière d'avoir livré en pâture sous forme médiatique ce déballage et d'avoir surfé sur cette vague un petit peu de non-respect. Combien il est important aussi humainement de se dire comment réagir face à un tel drame. Peut-on décemment manquer à ce point d'humanité et ne pas afficher de solidarité? Non, bien sûr. Nous nous inscrivons, nous, pleinement dans cette prise en compte de ce drame qui se déroule actuellement. Quand vous faites référence au fait que j'ai été sollicité par courrier par monsieur le préfet, mais bien sûr, par courrier, par appel téléphonique, tous les médias m'ont appelé, si bien que c'était nécessaire, l'omnibulance, tout le monde était omnibulé, il fallait absolument que... Mais est-ce qu'il est là, le vrai débat? Nous pensons, nous, qu'il faut avoir sur cette question la légitimité et la retenue de pouvoir amener une réponse cohérente. À votre avis, vous qui avez été maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, vous feriez quoi si vous n'aviez pas de logement d'urgence disponible déjà pour vos propres administrés? Vous feriez quoi si vous n'aviez pas ces outils-là immédiatement disponibles pour y répondre? Moi, j'ai anticipé cette question et je l'ai prise d'une manière plus globale, dans la manière où la solidarité peut s'inscrire, et notamment sur le territoire intercommunal, avec des villes qui se sont déjà, avec d'autres moyens et d'autres possibilités, positionnées. Et je crois que la solidarité qui s'exprime sur le territoire, notamment avec les possibilités, comme la ville d'Istres là, de faire ces centres d'accueil pour pouvoir accueillir ces gens dans des manières décentes et tolérables, permettent de répondre à cette solidarité. Je crois que la solidarité s'exprime aussi à l'échelle d'un territoire, et qu'il est important de ne pas jeter la suspicion sur des gens qui sont confrontés comme ça à ce drame, sans pour autant se risquer à les accueillir dans de mauvaises conditions. Quel drame ça serait? Le président de la République, François Hollande, le président de la République française, a décidé que les Français devaient faire acte de solidarité. Soit, très bien, il faut le faire dans de bonnes conditions. Donc, pour être très précis, aux appels du sous-préfet et à la lettre du préfet, la réponse qui a été celle du maire de Port-Saint-Louis, c'est que nous sommes là, vigilants. Nous attendons concrètement de voir de la manière dont vous allez vous inscrire pour répartir l'accueil de ces réfugiés. On leur a demandé leur avis à ces réfugiés. Sommes-nous convaincus qu'ils veulent vraiment venir sur tel ou tel territoire? Donc, quand nous aurons plus d'éléments sur ces compositions-là, quand nous aurons plus d'éléments de lisibilité sur cette manière où doit s'exercer la solidarité, et je pense aussi au niveau du territoire,
nous verrons nécessairement s'il est vraiment utile de venir essayer de créer quelque chose qui peut permettre de mettre en place. Vous avez parlé de 1 ou 2 familles. Pourquoi 1 ou 2? La 3e, ça peut être plus important aussi, ou la 4e. Et depuis qu'on parle de ces migrants, on ne parle que de chiffres. Comme si un chiffre avant et un chiffre après, il y a des hommes derrière tout ça. Et vous savez bien, puisque je suis moi quelqu'un qui ai pris soin, dès le début de mon mandat, de respecter l'engagement, de reverser mes frais de représentation à des associations caritatives, que nous sommes, comme vous, comme tous, très touchés par ce qui se passe, et que le devoir de cœur fait face aussi au devoir de raison, et que nous avons à l'heure actuelle cette situation qui est là. Est-ce que c'est important qu'aujourd'hui, il y ait une réponse qui dirait que le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône va essayer de faire qu'il y ait un logement ou pour 2 ou 2? Je crois que la vraie réponse, elle est pas là. Elle est vraiment pas là. La vraie réponse, elle est d'en garder la mesure de concrètement où c'est que va nous mener cette crise-là, de quelle manière les services de l'État vont vouloir appréhender cette question, où et comment va devoir s'exercer cette solidarité, où et comment et dans quelles conditions vont être créés ces centres d'accueil. Et puis là, nous pourrons communément apporter une réponse. Aujourd'hui, il est trop tôt, à part qu'on veuille faire de la politique et que vous vouliez placer cela sur la scène sous prétexte de dire que parce que je ne fais pas des propositions, je n'ai pas de cœur, parce que je ne fais pas de propositions, nous sommes une équipe municipale qui fuyons des responsabilités, que nous ne fuyons pas. Dieu sait que nous ne le fuyons pas, puisque nous travaillons justement avec la DAMAL sur un projet justement de réhabilitation pour pouvoir disposer de logements d'urgence, ce qu'on ne nous a pas laissé, et que plusieurs fois par le passé, on a été confronté à des situations très difficiles, et vous le savez, et où on n'a pas su répondre pour nos propres administrés. Donc, croyez-moi que si j'avais les moyens, nous répondrions. Mais voilà, en tout cas, la position que je dois afficher aujourd'hui, en m'inscrivant totalement dans l'étendue de vos propos. C'est un drame, un vrai drame, un véritable drame, qui est mis en lumière de manière atroce par les médias, mais qui est aussi un petit peu la répercussion d'une politique internationale sur laquelle on est en droit de se poser des questions. D'autres interventions, cette délibération ? Je la soumets à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions, adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport 83 qui sera le dernier, et vous avez une petite modification sur cette décision modificative du budget principal. J'ai demandé à ce qu'on appelle M. Charret. Ça a été fait pour... Voilà, parce que bon, comme lors de la commission des finances, nous n'avions pas les éléments. Donc, le budget primitif est imprévisionnel, donc il convient de réajuster en cours d'exercice budgétaire, et notamment avec les récentes délibérations que nous avons prises. Donc, une décision modificative est nécessaire pour prendre en compte l'apparition de besoins imprévus, l'annulation ou le report d'opérations ponctuelles, tant dans la section de fonctionnement qu'en investissement. Les mouvements sont décrits dans le tableau qui est annexé. Cette décision modificative en section de fonctionnement s'équilibrera à hauteur de 701 424 €, conformément aux écritures qui vous sont proposées, et en section d'investissement à hauteur de 808 424 €. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vais vous demander donc de l'approuver. Des avis contraires, des abstentions. Le reste pour. Nous arrivons au bout de notre ordre du jour. Nous arrivons donc au bout de cette séance bien remplie. Je vous invite à être ce soir des supporters non seulement de l'équipe de France, mais aussi de l'Olympique de Marseille, qui en a bien besoin finalement en ce moment, puisque les joutes européennes peuvent permettre de redorer le blason. Vous remercier de votre assiduité, de votre présence. Et de vous dire, puisque M. Sperta est là présent aujourd'hui, que les travaux du nouveau collège vont bientôt démarrer. Et on peut s'en féliciter, surtout pour nos enfants. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir.